Bonsoir pour ceux qui sont restés avec nous ce soir. Après ce Didon est né formidable, je pense que comme tous, comme moi, vous êtes assez bouleversés par cette pièce qui est une pièce mythique de l'opéra baroque, Purcell, et mise en scène ce soir de façon spectaculaire. Franck Chartier, donc, qui est le metteur en scène, chorégraphe de la compagnie Peeping Tom basée en Belgique. Moi je m'appelle Marc-Antoine Bourdeux, je suis psychanalyste et j'anime un cycle de rencontres à Paris qui s'appelle Danse et Psychanalyse, où j'ai souhaité en fait essayer de faire des liens entre la danse et la psychanalyse sur la question de l'inconscient dans l'art, dans les œuvres, et ça depuis quelques années maintenant, avec des chorégraphes qui sont venus parler de leurs pièces, et effectivement Franck Chartier en 2020, donc en janvier 2020, juste avant le confinement et la pandémie, qui a arrêté un peu toutes les choses du spectacle, puisqu'on n'est pas considéré comme essentiel, en France en tout cas. Et suite à cette première rencontre qui s'est passée à Espace Analytique, mon association, on a échangé et il était en préparation déjà sur cet opéra, Didon est né, avec la direction musicale d'Emmanuel Haim, et à ce moment-là, à la fin de cette rencontre sur Fadom, il me pose une question tout à trac et il me dit: mais toi alors, t'es psy, et donc pourquoi tu penses qu'elle se tue, cette Didon quand même? Alors j'avoue que la question m'a laissé assez perplexe. Alors en psychanalyse, on n'a pas de ready to make, on dirait en américain aujourd'hui. Donc on est au cas le cas, au singulier. Et la seule chose que j'aurais pu faire pour répondre à ta question à ce moment-là, ça aurait été de recevoir Didon dans mon cabinet et de lui demander de parler un peu de son histoire. Voilà. Donc ta question m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, mais finalement, dans cet opéra, dans la version classique en fait, qui est avant la tienne, celle de Purcell, on a très peu d'éléments. Elle est à Carthage, elle a fondé la ville, et puis Didon aîné arrive, il tombe amoureux, il y a des sorcières et tout ça, et meurt. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe avant. Or, ce qui se passe avant, c'est très intéressant du point de vue de son histoire à elle. C'est une princesse. C'est une princesse qui vient, à l'époque, ça s'appelait la Phénicie, et aujourd'hui, c'est le Liban, d'une ville qui s'appelle Tyr, aujourd'hui qui s'appelle Sour. Et donc cette princesse, elle a eu une histoire qui a mal commencé parce qu'elle devait devenir reine, et en fait elle a eu un frère épouvantable qui s'appelait Pygmalion et qui a tué son mari de l'époque, qui s'appelait Psyché. Voilà. Il tue son mari et en fait, pour lui prendre le trône, elle était destinée à monter sur le trône de Tyr. Donc de là, c'est une femme très courageuse, comme je le disais dans les écrits que je t'ai passés. Elle comprend que sa vie est menacée, son mari était très riche, et elle fuit avec des partisans à elle. Elle fuit du côté de Chypre, à l'époque. Voilà. Elle embarque des gens, des partisans, et puis ils font toute une odyssée maritime pour arriver jusqu'à Carthage. Et là, elle rencontre ce roi africain qui lui dit: bah, écoute, si tu veux une terre, je te donne cette peau d'œuf, et donc ça sera le territoire. Mais comme elle est très rusée, elle découpe la peau d'œuf en petites lanières, et en fait elle en fait une grande ville, et c'est ainsi que Carthage est fondée. Donc on peut voir que c'est pas rien cette histoire, et pas rien aussi du côté du tragique et du malheur, puisque elle perd son mari, il est assassiné, voilà, et il y a quelque chose aussi qui est dans la mise en scène en fait que tu nous as proposé ce soir, c'est la question en fait du double. La question du double en psychanalyse aussi, c'est quelque chose d'important.
important, la question du miroir, du regard, voilà, qui est que, en fait, on pourrait dire que Didon, c'est un peu le héros féminin d'Énée. C'est-à-dire qu'ils ont des destins un peu similaires. Lui avec la guerre, l'exil, ce sont deux êtres déracinés qui se rencontrent et qui, dans cet espace où ils sont à Carthage, un amour se fonde. Voilà. Et donc on rentre avec toi à ce moment-là dans cette mise en scène qui me semble est extrêmement psychanalytique, et je vais essayer de te dire un peu pourquoi, c'est-à-dire que en fait toute la mise en scène fonctionne comme un rêve. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, comme on peut le voir, et en fait tous les personnages sont elles. C'est-à-dire que tu as inventé Didi, voilà, qui parle à Didon, mais Didi et Didon, c'est les mêmes personnages, les danseurs aussi sont des facettes de elle, et je trouve que justement dans la chorégraphie, en fait, tous ces corps comme ça, désarticulés, nous montrent en fait la situation psychique dans laquelle elle est, c'est-à-dire une situation de conflit intrapsychique entre ce qu'elle désire, c'est-à-dire cet amour, mais cet amour que cet homme ne peut pas lui donner parce qu'il est appelé à un destin, et son devoir de princesse, de reine, et surtout son devoir qu'elle a juré fidélité à la mémoire de son mari. Donc elle est prise dans ces contradictions-là, et ce que tu nous as montré justement dans ta mise en scène, au travers de tous ces corps qui se désarticulent, c'est vraiment l'expression de l'âme humaine, je dirais, dans ces sentiments qu'on peut avoir très ambivalents, très antagonistes et très finalement parfois destructeurs même contre soi, puisque c'est à la fin, encore que la fin, tu nous diras un peu comment tu as travaillé cette mort de Didon, cette disparition, plutôt cet ensevelissement. Et il y a un élément je te laisse la parole, mais il y a un élément dans la mise en scène, c'est l'élément du sable, voilà, qui est un élément matériel très meuble, c'est-à-dire que dans le sable, on ne peut rien construire, on s'enfonce littéralement, et donc cette histoire a quelque chose de pas solide entre eux. Et en plus, du point de vue psychique, c'est comme si cette passion amoureuse pour cet homme l'envahit complètement. Il n'y a plus un endroit où elle peut se cacher, où il n'y a plus un endroit où le sable ne peut plus entrer. Et donc c'est tout ça qu'elle ressent, et même si elle fait ressentir les choses par les autres, comme l'amour sensuel, par exemple cette question-là, en fait c'est elle aussi dans un espèce de jeu de miroir, tout comme la chanteuse, Marie-Claude Chapuis, interprète aussi différents rôles finalement pour exprimer les différentes facettes de ce personnage. Donc, et puis il y a un dernier élément extrêmement psychanalytique également dans ta mise en scène, c'est ce que tu appelles le Parlement, c'est-à-dire cette espèce de mezzanine autour du lit. Le lit, c'est quand même l'intimité et la sexualité aussi. Et donc cette mezzanine en psychanalyse pourrait être vue comme du côté d'un surmoi, c'est-à-dire l'instance en fait psychique que Freud a mis au point, a inventé, voilà, a conceptualisé, qui correspond aux instances parentales, aux valeurs morales, c'est-à-dire à ce qui est du côté du devoir. Voilà. Et effectivement, quand elle parle en tant que reine dans un discours politique de là-haut, elle est du côté du devoir, et quand elle est balayée par la passion, elle est du côté plutôt de son désir, mais c'est un désir qui à la fin sera impossible du fait de l'histoire ou d'autre chose. Je te laisse. Merci. C'est toujours intéressant de voir quand on crée instinctivement, et donc on ne pense pas à tout ça, en fait, on est tous là en train de... Mais c'est sûr que, pour enchaîner sur ce que tu dis du désir, c'est vrai que pour nous c'était le point le plus important en fait, c'était cette femme, le désir de cette femme, et si on regarde dans la globalité, dans l'histoire, c'est je ne veux pas dire la soumission de la femme ou l'écrasement de la femme par l'homme, mais en fait ce thème-là nous intéressait spécialement en fait. Et du coup, quelque part, on n'a jamais
Et je trouve intéressant, en fait, en plus je suis un homme, donc c'est difficile pour moi de... Ça aurait été plus intéressant que ce soit une femme qui fasse cette mise en scène, mais en tous les cas, le fait que... Oui, de parler de ça dans l'histoire sur l'écrasement de la femme et son impossibilité de vivre ses désirs, de vivre ses envies, de vivre ses... par exemple, au Moyen-Âge, le mari pouvait encore tuer sa femme, donc il avait le droit en fait. Donc on n'est pas si lointain que là. Plus tard, on a interdit, il a pas de volonté, mais c'est tout un système qui est là. C'est pour ça qu'à la fin, quand elle disparaît, elle dit il a caché tout un monde derrière moi. On avait presque envie de dire ils ont caché tout un monde derrière lui. Pardon, derrière lui. Parce que c'est tout un système là-haut, c'est tout un système qui est d'écrasement en fait. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans cette histoire de Didon, c'est de parler de la femme et de cet écrasement et comment on ne voulait pas croire qu'elle se soit comme la version de Purcell et Virgile, qu'elle se soit suicidée pour un homme. C'est une réécriture de l'histoire complètement fausse et complètement terrible en fait. Donc c'est ce qui nous intéressait en fait. Pourquoi ok, Rome a réécrit l'histoire pour encore rabaisser la femme, encore une fois, mais pourquoi? Donc on a voulu s'intéresser à l'histoire originale et puis on était bloqué quand même dans cette histoire, même si la vraie Didon se suicide elle se suicide parce qu'un roi voisin de Carthage veut la marier et à la fin elle lui dit si tu ne te maries pas, je tue ton peuple, je rentre en guerre, je détruis ton peuple. Et donc elle se sacrifie pour son peuple pour pas rentrer en guerre. Ça c'est ce qu'on a. Et nous on s'est dit, ça nous bloquait un petit peu, on s'est dit il nous faudrait un espace pour pouvoir développer cette femme. Aussi on trouvait très intéressant dans l'opéra le fait qu'il y ait un miroir entre ces trois femmes. Il y a Didon avec ses deux servantes et en face il y a une sorcière avec une magicienne et ses deux sorcières. Donc ce miroir, on trouvait très intéressant de le rendre, que ce soit la même femme en fait. C'est la même femme intérieure qui s'autodétruit. Il y a un livre qui s'appelle Adolphe sur l'histoire de l'amour que j'ai lu pendant la création et que j'ai adoré en fait. Et il commence comme ça, il commence malheur à celui qui commence une histoire amoureuse en sachant qu'elle va mal se terminer. C'est un peu plus ou moins comme ça, c'est joliment écrit, mais je trouve que c'est ça en fait, c'est quelque part on rentre dans une histoire amoureuse, c'est nos peurs qui nous détruisent, c'est nos peurs et je trouvais très intéressant dans cette histoire de ce miroir, de cette autodestruction qu'elle se fait en fait, et qu'elle se permet pas d'être heureuse, elle se permet pas de vivre, elle peut pas parce qu'elle est dans un système qui est écrasant et dominant et on lui laisse pas l'espace. Au début on voit quand même, au début de l'opéra on voit quand même qu'il y a un espace très féminin, où un peu tout le monde a la parole, l'enfant, tout le monde est un peu, et l'homme arrive. Et puis l'homme, bien sûr, dans cette histoire, c'est quand même un homme qui vient de la guerre, c'est un tueur, c'est pas rien non plus. C'est pas... Donc quelque part, cette violence nous intéressait beaucoup, et cette violence de l'homme, voilà, on trouvait intéressant de parler de ça aussi, de cette violence sur l'homme, sur la femme. Enfin voilà, c'est des thèmes qui nous ont un peu... On s'est dit, tiens, plongeons un peu là-dedans, et comment sortir de cette histoire? On est parti de ce film, Le Salon de musique de Satyajit Ray, c'est un film très beau, c'est un vieux film, c'est un vieux prince indien qui vit dans son salon, dans son palais, et il organise dans son salon des concerts avec des danseurs. Il est très beau le film parce qu'en plus Satyajit Ray utilise des vrais musiciens de l'époque, des talents de l'époque, et des danseurs incroyables aussi de l'époque. Donc dans ce film, il y a une qualité musicale et au niveau de la danse, c'est magique. Et donc il a l'habitude d'organiser ces petits concerts dans son salon, et puis il a de moins en moins d'argent, c'est la chute, le déclin. Et à la fin, il est avec son intendant, il dit on fait un concert, son intendant, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, on ne peut pas, parce qu'il y a le capitaliste, il y a les commerçants qui arrivent et qui commencent à gagner beaucoup d'argent, et lui, Et du coup, il fait son dernier concert, c'est très beau, dans son salon. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de partir d'un système comme ça, où on parle d'une femme riche, on va dire une princesse, je sais pas. Elle a son orchestre, elle a ses musiciens, elle a tout le monde là.
Et elle s'identifie à cette Didon, à cette histoire. Elle adore, elle écoute tous les matins Didon. Tous les jours, elle fait jouer ce Didon. Elle est complètement obstinée par ce Didon aimé. Elle s'identifie à cette femme. Et voilà, elle va vivre l'histoire de Didon, elle va la faire sentir par ses chanteurs, elle va demander à sa chanteuse, s'il te plaît, chante-moi la Belinda. Qu'est-ce que tu sens? Elle ne peut rien vivre, cette femme, elle ne peut que sentir par les autres, en faisant jouer les autres, sentir quelque chose. Donc on trouvait très intéressant ce point de départ, et ça nous permettait d'ouvrir l'histoire, en fait. Parce que du coup, c'est plus l'histoire de Didon, c'est l'histoire de cette femme qui est là, que à la fin, sa servante l'appelle Didi, parce qu'elle se prend tellement pour Didon qu'elle l'appelle Didi. Mais donc du coup, elle rentre dans, et elle vit une autre histoire que Didon, très similaire. Elle tombe amoureuse d'un migrant, un serveur qui est chez elle, qui a traversé l'océan aussi, qui vient un pays en guerre. Donc voilà, elle vit la même histoire que Didon, elle s'identifie, elle va à fond dedans, et elle culpabilise du Parlement, des publics qui l'oppressent, qui le regardent. Donc tout ça, ça nous permettait d'ouvrir un petit peu l'histoire et d'aller leur raconter un peu plus et de s'amuser un peu plus, on va dire, ou d'aller, oui, de développer en fait, de pouvoir développer, inventer une nouvelle histoire. On aime bien inventer en général en création, on est dans le studio tous ensemble en train d'essayer des scènes, de chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on aime bien avoir une espèce d'ouverture qui nous permet d'aller d'explorer. Est-ce que non, c'est très bien. Je voulais juste rebondir par rapport à la question du féminin, j'allais dire. C'est-à-dire que dans toute justement ce que je trouvais, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce que je trouvais intéressant par rapport à j'allais dire ta version de Didon, c'est que tu te trouves en fait, j'allais dire, en deçà et au-delà de Virginie. C'est-à-dire il y a des éléments d'histoire que tu reprends dans cette histoire avec Didi, tu reprends l'histoire de Purcell aussi, mais, de Naomi Tate, mais tu vas aussi, à mon avis, pratiquement jusqu'à la version de Dante, dans la Divine Comédie, puisqu'en fait, Dante, il est guidé par Virgile aux enfers, et on retrouve Didon. Mais Dante, il a placé Didon, non pas dans la partie des suicidés, voilà, et il a placé dans la partie des femmes luxurieuses, qui est en enfer moins pire que les suicidés. Ce qu'il faut dire à propos aussi de ce caractère féminin, c'est quand même un caractère qui est décrit depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, comme ça, par des hommes. Donc, on est dans un système quand même à l'époque patriarcale. Tu parlais tout à l'heure au Moyen-Âge, enfin à Rome, le père de famille pouvait tuer ses enfants. Il en avait le droit. Et elle, dis donc, elle se retrouve dans ce système-là, où finalement, elle ne peut pas jouir de son statut de reine. C'est-à-dire que pour être reine, il lui faut un homme. Parce que cet homme va pouvoir la défendre en fait contre les rois qui l'assiègent, là autour de Carthage, et lui donner un enfant. Voilà. Donc il y a toute cette histoire de figure féminine comme ça, et du féminin, et en psychanalyse, c'est une question aussi qui est beaucoup étudiée, la question du féminin. Freud, au début, a eu ce mot célèbre à une psychanalyste, une première française, Marie Bonaparte, à qui il lui disait mais que veut la femme? C'est-à-dire, quel est son désir? Et c'est quelque chose qu'il a appelé ensuite le continent noir, tellement c'était compliqué pour lui de rentrer dans la psyché, justement, féminine. Alors après, il y a eu d'autres psychanalystes qui se sont intéressés au féminin, il y a eu Lacan, voilà. Mais c'est toujours même aujourd'hui encore, on le voit avec les mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez la femme qui fait peur à l'homme. On a entendu un oui. Non. Alors, bon, comme c'est interactif,
Mais oui, c'est ça, on est tous... On aimerait aussi, si vous avez un commentaire ou une question à poser, n'hésitez pas. Voilà, sur le fond, sur la forme, sur les éléments de mise en scène ou de création. En tous les cas, pour nous, je trouvais très attirant, et puis surtout ici à l'Opéra de Lille avec Caroline, la directrice, Emmanuel Haïm, chef d'orchestre dans le monde de l'opéra, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, de parler de Didon, 3 femmes, les 2 savants, donc il y a beaucoup de femmes, je trouvais ça très attirant en fait, le fait que s'il y avait une place pour ça. Après, voilà, on discute beaucoup dans la compagnie, les danseurs nous disent oui, tu voulais parler de ça, mais en fait, elle n'est pas très forte encore, cette Didon, elle est plutôt faible, c'est pas une femme forte qui est indépendante et qui vit seule et qui vit bien sans son homme. Oui, c'est sûr, mais après, voilà, on avait quand même l'histoire aussi qu'on voulait un petit peu, on voulait parler de ça, justement, la mettre dans ce bain-là. Et puis, il y a une question, monsieur. Oui, merci. Comme on est quand même à l'opéra, j'aurais une question sur la musique. Je vais faire circuler le Sur la micro. musique. Ouais. Je dois regarder le micro parce qu'on oublie. Voilà, merci. Donc, comme c'est un opéra, j'aurais une question sur la musique. Parce qu'on a 2 partitions qui se chevauchent et s'entremêlent. Est-ce que chaque partition a une fonction, un message différent? Pourquoi? Qu'est-ce qui suit la partition de Purcell? Qu'est-ce qui suit la partition moderne comme message, comme histoire, comme vécu? Il y a quelque chose de différent. Pour nous, c'était intéressant d'écrire cette musique, sur l'écriture de cette musique additionnelle, puisque l'opéra dure 50 minutes, et donc on voulait développer, avoir plus de musique que 50 minutes, on voulait avoir, en tous les cas, pour nous c'était important le fait qu'on voulait zoomer dans la tête de cette femme et pouvoir voir son monde intérieur. Donc, quelque part, on a essayé de mettre, c'est un salon, mais c'est quand même une chambre. Donc c'est vraiment l'intimité, et au-dessus, on a cet écrasement de la société qui oppresse un petit peu, qui est constamment là et qui l'oppresse. Donc pour nous, on avait besoin, on voulait zoomer dans sa tête, dans la tête de cette femme, pour pouvoir sentir ses peurs, ses envies, ses désirs, ses frustrations. Donc on avait envie de zoomer dans sa tête, dans son intimité. Et donc pour nous, on a pris un petit peu comme base, on s'est dit, les Purcell vont rester quelque chose de plus... c'est comme la raison, en fait, c'est ce qu'elle projette dans la société, c'est comment elle se montre, comment elle doit... C'est toute l'extimité, comme dirait la grande. Hein. Et puis, l'intimité, on zoome dans sa tête, et donc on voulait une musique plus, peut-être pas torturée, mais plus mentale, des sensations, un ressenti de ce que cette femme peut sentir. Donc c'est quelque chose de plus abstrait, un ressenti de ses sentiments, de ses peurs, de ses joies, de ses énervements, donc on voulait un ressenti de cette femme. Et donc, et en même temps, c'était compliqué parce que de mettre des musiques additionnelles sur du Purcell, c'est pas évident. Hein. Et on voulait essayer de rester le plus neutre possible, de ne pas avoir une couleur supplémentaire, d'essayer de faire quelque chose d'assez... oui, pas trop coloré en fait. Et surtout, on voulait rentrer dans une ambiance, je dirais pas lourde, mais qui peut être oppressante ou qui peut être dérangeante, et qui donne cette sensation que soudainement, quand un Purcell sort, ça fait du bien, et ça nous fait du bien de revivre un peu et d'être dans un monde bien structuré, bien raisonnable. Donc quelque part, on avait envie de ces décrochements, en fait, cette sensation qu'on est dans un truc un peu perturbant, où cette femme, elle est perturbée, elle va se suicider, hein. Donc on va plonger dans un monde perturbé, et tout d'un coup, de rejaillir dans quelque chose de très posé, Purcell, très... Et puis,
fait, de cette friction entre ces deux musiques. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question. En fait, c'est intéressant parce que l'opéra... pardon, monsieur. Parce que, avec Emmanuel, à l'opéra, en fait, autant que Purcell, le théâtre était beaucoup plus important, en fait. Et la musique, c'était des petits rajouts, des petites choses qui s'intègrent au milieu. Et donc, quelque part, on trouvait aussi intéressant de dire, tiens, de remettre un petit peu dans... Bien sûr, on a le rajout, c'est pas que du Purcell, mais on s'est posé la question au début, tiens, on pourrait le faire avec d'autres Purcell aussi, mais après, on s'est dit, si on veut vraiment rentrer dans cette névrose de cette femme, peut-être c'est plus intéressant de réécrire une musique pas trop colorée, en essayant de pas trop colorer, d'être le plus ressenti. Ouais. Voilà. C'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque en fait. Mais vous parlez beaucoup du féminin, c'est vrai que Didon c'est un personnage féminin. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si on l'identifie pour le commun des mortels. Hein, je veux dire, Didon est aîné, si on demande à quelqu'un dans la rue, il ne va peut-être pas savoir qui c'est. J'avais envie de vous poser la question, qui est votre Didon? Et en même temps, je trouve que le père, c'est pas ce que j'ai ressenti. C'est quelque chose d'assez universel aussi. Enfin, justement, peut-être qu'il y a... Enfin, c'est un spectacle très alchimiste, j'ai envie de dire aussi, effectivement, sur l'intériorité. Et des émotions que je trouve, je ne vais pas dire transgenre parce que c'est peut-être un mot à la mode, mais peut-être plus unisexe, peut-être plus universel. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous avez essayé de faire. Là, j'entends aussi beaucoup la parole du féminin, enfin, l'importance de la question qui est aussi politique, on peut dire, du Parlement qu'on voit à la femme qui est reine et qui est aussi Madame, je ne me souviens plus exactement son prénom, Eurydice de Breuil. Voilà. Donc la question c'est, qui est Didon? Non, parce que j'aurais pu vous dire aussi, par exemple, Gustave Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. C'est tout. Je trouve très intéressant cette question aussi, parce que c'est à partir du moment où on se pose des questions, on essaie de remettre un petit peu en question la dominance mâle, je ne sais pas comment on peut dire. Mais bon. Et je trouve intéressant parce que quelque part, on doit amener une féminité dans l'homme et une masculin dans la femme. Et en même temps, il y a des femmes fortes qui sont tellement masculines que, en fait, peut-être c'est pas encore là l'équilibre, je sais pas. Donc, enfin, c'est toutes les... Et par exemple, dans cette histoire, ce que je trouve, par rapport à moi, en tous les cas, comme l'identification qui s'est passée, c'est le suicide de Didon. Moi, je l'ai pris comme une histoire d'amour. En fait, on peut avoir peur de tomber amoureux, parce qu'on a peur d'être quitté, et donc d'être tué, d'être tué, je sais pas. Et quelque part, bon voilà, on se suicide, on tue notre propre histoire d'amour. Et quelque part, ça peut être aussi, je sais pas, c'est ce que je vois, mais on peut aussi décider de tomber amoureux de quelqu'un. Ça peut être aussi un suicide où on sait où on se donne complètement et on se dit, ok, donnons-nous, parce que autant vivre bien une fois ma vie, et de se donner complètement à la personne. Et peut-être là, c'est un suicide aussi, je sais pas, hein, mais tu te donnes complètement et voilà, et tu prends le risque que oui, la personne va peut-être te tuer, peut-être, mais peut-être pas. Et peut-être c'est là le suicide où non, où tu te donnes et il y a un énorme risque, c'est sûr. Mais peut-être ça vaut le coup d'essayer. Oui, Oui, ma question c'était par rapport à cette femme qui semble beaucoup plus âgée que les autres, qui joue le double d'elle-même. C'était la question de la sorcière, celle qui décide que l'amour va se briser. Bon, vous avez dit que c'était sur moi. Moi, j'ai plutôt pensé que c'était peut-être une autre partie de la féminité qui détruit. Je me suis interrogée sur celle qui joue
presque comme une autre partie d'elle-même, la destruction de cet amour, puisque c'est un amour impossible finalement, peut-être Roméo et Juliette, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y avait la question de cette sorcière. Moi, je me suis dit, mais à quoi ça correspond finalement psychiquement? C'est une partie d'elle-même peut-être qui ne veut pas, qui est dans un amour impossible, je ne sais pas. Ça arrive à la mort forcément, un amour impossible, toutes les mythes disent ça. Hein. Moi, c'est la question de cette femme qui m'a interrogée. Oui, peut-être c'est ce qu'on disait avant, peut-être c'est la partie qui ne veut pas tomber amoureuse. C'est la partie qui a peur, qui ne veut pas tomber amoureuse et qui ne veut pas mourir tuée par son maître. Donc elle se protège, donc elle... Oui. C'est intéressant, je trouve. Oui. Ce qui est aussi intéressant par rapport je vais parler fort, par rapport à la mise en scène et par rapport à la direction musicale et lyrique, c'est qu'en fait, souvent, la sorcière, la chanteuse qui incarne la sorcière n'est pas Didon. C'est-à-dire que. Voilà, Didon c'est Didon et la sorcière. Et là, c'est elle. C'est-à-dire comme si justement, c'était une part d'elle-même, comme tu disais, qui renvoie finalement à une part de son être qui, comment dire, qui ne peut pas. Voilà. Et donc c'est là aussi où on rejoint quand même des questions analytiques. Voilà. Et par rapport à... Non, je trouve que c'est très actuel. Il y a tellement de gens qui vivent seuls aujourd'hui et qui ont peur, qui ont mal vécu, qui ont été dominés, qui ont été... Je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est de plus en plus. Il y a des pays comme au Japon. Oui, ça a coupé. Allô. Ou au Japon, où les gens vivent, mais c'est impressionnant, les gens vivent seuls de plus en plus, c'est intriguant, c'est cette peur de tomber amoureux. Non, allez-y, quoi. Allons-y, quoi. Fonçons, donnons-nous. Il y a une question, madame. Alors, ce risque de l'intime, oui, c'est une question intéressante. Moi, j'ai été interpellée par des gens qui rigolaient à certains moments, notamment quand il y a eu l'expression de la douleur autour de la mort de l'enfant. Ça m'a un peu interpellée. Et puis, du coup, je me suis posé la question de votre côté, quand vous mettez en scène ce genre de complexité, de chaos, qu'est-ce qui est important pour vous? À quoi êtes-vous le plus attentif? C'est difficile à répondre à cette question. Le chaos, oui, nous intéressait beaucoup, d'essayer de... On s'est dit... Il y avait toute une histoire assez complexe qui est dans l'histoire de Didon Aîné, pas celle de Virgile, mais en fait, Belinda, sa première servante, c'était en fait, dans la vraie histoire, c'est sa sœur. Et en fait, à la fin, quand elle se suicide, Didon, la sœur rejoint Aîné en fait en Italie. Donc il y avait toute une histoire là. Donc on trouvait aussi intéressant en fait de complexiser et de oui, c'est comme un labyrinthe et de souffrance, de jalousie, donc tout ça, toutes ces... Et on devait l'amener à se suicider, donc on devait essayer de trouver un pourquoi et de développer, parce que Didon on sait, mais Eurydice, ce qu'on a dit à la fin, madame est fatiguée, mais Eurydice de Bulle n'est pas fatiguée, donc tu as la femme qui ressort. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle vit, pourquoi elle va se suicider, pourquoi, donc tout ça c'était un peu chaotique, c'est vrai, mais on a essayé de trouver des clés qui nous ont intéressés pour essayer de comprendre. Et ce nettoyage à la fin, oui, pour nous, c'est vraiment... Elle est contente de mourir dans Eurydice, là, tu vois, c'est pas... Quand il s'en va, c'est pas...
elle est pas triste parce qu'il part. Si, elle est triste, mais je veux dire, elle est surtout heureuse parce que c'est pour ça qu'elle dit Elisa continue, parce qu'elle va pouvoir mourir en paix, en fait, tranquille, quoi. Seule. Finalement, on était avec c'est un peu triste ce que je vais dire, mais on était avec une danseuse actrice, Marie-Autal, elle s'appelait, elle a fait la première trilogie qu'on avait fait à l'époque, il y a 15 ans, Le Sous-sol, avec nous. Elle avait 82 ans, parce que dans le salon, on avait toujours une figurante âgée qui jouait avec nous. Dans chaque ville où on jouait, on demandait une figurante âgée qui jouait notre grand-mère à l'époque, sur scène, donc dans l'histoire. Et puis un jour, à table, on est tombé amoureux de cette petite grand-mère, et puis elle aussi, elle a dit « Ah, je peux venir avec vous en tournée, j'aimerais bien venir tout le temps en tournée. » On a dit « Tu sais, c'est difficile et tout, mais bon, je vais plus vite. » Elle est venue tout le temps en tournée avec nous, et donc elle a intégré la compagnie, en fait. Elle a fait Le Sous-sol ensuite, on a créé avec elle, elle était dans l'histoire. Et puis un jour, je me rappelle, elle m'a dit « Tu sais, moi, pour moi, le plus beau jour de ma vie, et en tous les cas, le jour où ma vie a commencé, c'est quand j'ai quitté mon mari à 40 ans. Tu vois, t'entends un truc comme ça, tu te dis, oh, c'est grave, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, on trouvait intéressant aussi dans cet opéra, tu vois, de parler de ça aussi, quoi, cette remise en question de l'homme et la féminité que l'homme doit trouver, et l'empathie, et un peu de masculinité chez la femme. Une espèce d'équilibre, non? Je sais pas. C'est ça. Vas-y. Ce sera la dernière question, monsieur. Il y a une question peut-être? Mais vas-y. Ok. Non, je voulais juste par rapport à l'histoire de l'amour. Il y avait deux citations que je voulais faire. Puisqu'on est à l'opéra, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, on est à l'opéra. Il y a une philosophe française des années 70 qui s'appelle Catherine Clément, qui a travaillé sur la position des femmes à l'opéra, voilà, dans un livre qui s'appelle L'opéra ou la défaite des femmes. Et elle dit les femmes sur la scène d'opéra chantent immuablement leur éternelle défaite. Jamais l'émotion n'est si poignante qu'au moment où la voix s'élève pour mourir. Regardez-les, ces héroïnes, elles battent des ailes avec la voix, leurs bras se tordent, les voici à terre, elles sont mortes. Toutes les sopranos meurent à l'opéra. Vous avez remarqué ça, hein? Traviata, voilà, Isolde, toutes les femmes meurent. Et donc, et la deuxième citation, c'est une citation de Freud sur l'amour. Freud disait il y a longtemps, jamais nous nous sommes davantage privés de protection contre la souffrance que lorsque nous aimons. Jamais nous nous sommes davantage dans le malheur et le désert que lorsque nous avons perdu l'objet aimé ou son amour. Moi, c'est pour le coup une question peut-être un peu plus pragmatique. Il y a un élément de détail que j'ai pas vraiment compris dans la... Enfin, de détail peut-être pas d'ailleurs. Que j'ai pas compris dans la mise en scène, ça apparaît de manière ponctuelle plusieurs fois dans le spectacle, c'est l'utilisation des animaux. Et je me suis posé la question au moment où on a le pan, le chien, on a Colombe, elle est dans le texte, donc oui, mais il y a vraiment beaucoup d'utilisation d'animaux mis en scène physiquement ou vocalement, et j'ai pas compris pourquoi. Ah bon? C'est bien comme animal, j'ai pas fait. Le chien, oui, le chien. le chien, le pan aussi. Le bonnet. Ah oui, le pan, ouais. C'est quoi? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est tout. À la fin, quand elle fait son rêve, elle s'endort, les peurs. Le moment où la servante aussi sert le thé. Alors là, c'est peut-être juste moi qui ai fait une lecture complètement personnelle, mais il y a vraiment un moment où elle a une gestuelle qui m'a fait penser, je ne sais pas, au pigeon ou à la poule. Mais enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui déraille, mais du coup, j'ai vraiment vu plein de... T'es vétérinaire? Non, j'ai vu plein d'allusions à des animaux. Ça a commencé avec le chien en fait, et après, du coup, je me suis posé la question à chaque fois. Donc, voilà. Ah, mais du coup, Oui, c'est le intéressant, chien. parce que j'avais jamais remarqué en fait. Enfin, j'ai jamais pensé à ça. J'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un côté bestial Non, c'est peut-être juste moi qui les bloque. Le chien, quand même, oui, il y a un côté
Oui, parce qu'elle montre toutes les femmes qui se sont suicidées dans l'histoire de la maison et l'homme, peut-être, ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais maintenant que je dis ça. C'est bien de Toujours rester sur. imposant de Monsieur Bertin de Hanovre. On a trafiqué le visage sur celui de Strauss-Kahn. On a fait un Photoshop montage quand même. Ah d'accord, c'est intéressant de le savoir parce que du côté, j'ai pas vu. Mais en même temps, c'est aussi cette figure massive et imposante de On voulait une position un petit peu, et on lui a rajouté des doigts, je pense qu'il a 12 doigts aussi. Il doit avoir 6 doigts chaque main comme ça. Comme une pieuvre comme ça. Ouais, c'est ça, hein, on a aimé ce côté. Ah ouais. Et après, ça se termine en une fente. Oui. Oui, vous avez vu quelque chose? J'ai vu une ouverture, oui. L'origine du monde. Oui, coupée peut-être. Et le thé qui tombe tout le temps dans tous les doigts. Le quoi? L'eau qui n'arrête pas de lutter. Ouais. Je sais pas, pour nous, on n'avait pas tellement envie d'accueillir cet homme dans cette maison si bien que ça, ou je sais pas, donc, je sais pas, peut-être un peu trop. Sushi qui est lavé par. Il y a plein de mousse, à un moment donné, même le violoncelle est lavé avec plein de mousse. Ça signifie quoi? Je sais pas. Il n'y a pas toujours de C'est sujet. ça. Voilà, oui, c'est Ce ça. qu'on veut. Juste associé. On va devoir s'arrêter. Moi, j'ai trouvé. Merci beaucoup, Voilà. hein, c'était super intéressant, merci.